La chasse aux sorcières remonte au XIIIe siècle et à la Vox in Rama du pape Grégoire IX, qui donne une définition précise du sabbat avec les banquets, les orgies et la présence du diable. Cette vision reste inchangée durant plusieurs siècles jusqu'aux années 1430 où les vols nocturnes de sorcières s'ajoutent. Quand on évoque la chasse aux sorcières en France, il y a un épisode de persécution qui ressort davantage que les autres, celui de la Vauderie d'Arras. Ce procès de sorcellerie touche la ville d'Arras au milieu du XVe siècle et se solde par l'exécution de plusieurs personnes accusées de participer au sabbat. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur cet événement, des premières arrestations aux exécutions, tout en essayant de comprendre pourquoi cette terrible affaire a eu lieu. Arras est une ville du nord de la France, aujourd'hui dans le département du Pas-de-Calais, mais au XVe siècle, elle appartient au comté d'Artois, lui-même rattaché au puissant duché de Bourgogne de Philippe le Bon. Au milieu du XVe siècle, le duc de Bourgogne est occupé à asseoir son autorité sur le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas. Arras, dont l'emprise du duc est forte, reste une ville importante, moderne, avec ses ateliers drapiers, où il fait relativement bon vivre. Mais avant de passer à la suite, arrêtons-nous sur le terme vauderie. Il se rapporte à Pierre Valdo, plus connu sous le nom de Vaudès. Il s'agit d'un marchand lyonnais vivant au XIIe siècle qui renonça totalement à sa fortune pour vivre dans la pauvreté. Il met en place un petit groupe de disciples autour de lui qui partagent ses idées. Son groupe va d'ailleurs présenter ses nouvelles idées réformatrices devant le pape Alexandre III et la curie en 1179. Ils prônent une plus grande pauvreté de l'Église et donnent leur vision sur des questions qui faisaient encore débat au sein de l'institution, comme la traduction de l'Évangile en langue vernaculaire. Si le pape les a plutôt bien accueillis, la curie a été plus réticente. Leur groupe ne parvient finalement pas à convaincre, ils sont alors condamnés au concile de Latran III qui se déroule la même année. L'archevêque de Lyon leur offre sa protection, partageant leur idée réformatrice. Mais pas son successeur qui les chasse. S'ensuit une dégringolade progressive. Ils sont excommuniés par le concile de Vérone en 1184, ce qui les conduit à être persécutés et finalement trouver refuge dans le Luberon français, où l'église vaudoise est créée. Cette église sera elle aussi condamnée au concile de Latran en 1215. Pour autant, cette église perdure officiellement jusqu'en 1532, lorsque la majorité des Vaudois ont décidé d'adhérer à une nouvelle réforme, l'église des protestants. Néanmoins, dans l'affaire qui nous intéresse ici, vauderie ne fait pas directement référence au mouvement vaudois à proprement parler. À la suite du mouvement de Vaudès, surtout au XVe siècle, le terme vauderie a tendance à désigner un mouvement hérétique et surtout ceux liés à la sorcellerie. Comme dans plusieurs cas de sorcellerie, celui-ci commence par une simple suspicion qui conduit à des dénonciations. À Langres, non loin d'Arras, le chapitre de l'ordre des Dominicains suspecte fortement Robert de Vaux de pratiquer la magie noire. Cet homme est un ermite, donc une personne vivant seule et en marge de la société, ce qui est très peu apprécié au Moyen-Âge. Il est alors arrêté. Le pauvre homme est alors torturé, on appelle cela la question. Voulant absolument qu'il révèle le nom de ses prétendus complices, l'ermite finit par livrer le nom de 2 habitants d'Arras. Il les accuse de pratiquer la sorcellerie et de s'adonner à des actes sexuels pervers. Ces 2 personnes sont une prostituée, Denisette Grenière, et un artiste, Jean Tanois. Denisette est âgée de 30 ans, elle est arrêtée en novembre 1459 et sous la torture confirme les aveux de l'ermite. Elle a participé à des vauderies et Jean Tanois les préside. Ce dernier, aussi connu sous le nom de Jean Lavitte ou encore l'abbé de Peu de Sens, est arrêté à son tour en février 1460. C'est un artiste quelque peu original, sûrement trop pour la société d'alors, qui le pense sorcier et soumis au diable. Devant ces cas manifestes d'hérésie, la justice ecclésiastique s'empare de l'affaire. L'inquisiteur Pierre de Broussard ainsi que 2 juges dominicains sont ainsi chargés de ces affaires. Jean Tanois est donc lui aussi soumis à la question. Il confirme alors ce qu'ont affirmé avant lui l'ermite et la prostituée. Oui, ils participent tous au sabbat, ils s'y rendent en enduisant leurs bâtons d'onguent, qu'ils chevauchent ensuite pour retrouver le diable. Actes pervers, préparation de décoction, assassinat d'enfants, tout y passe. Les 2 suspects sont coupables de tout et ils avouent tout. Les tribunaux séculiers prennent le relais sur la base des aveux obtenus par l'Inquisition. Les accusés tentent de se défendre de nouveau, de réfuter ce qu'ils ont avoué sous la torture, mais c'est trop tard. Denisette Grenière et Jean Tanois sont brûlés en mai 1460. En avant participé au sabbat, il est alors évident pour les autorités inquisitrices qu'un grand nombre de personnes est concerné. On ne va pas seul au sabbat. Avant leur exécution, Denisette et Jean ont dû dénoncer plusieurs autres personnes, 6 pour être exact. Parmi elles, 3 prostituées, Belote Moucharde, Jeanne Griette et Marguerite Ledru,
ainsi que la tenancière d'un bordel, Jeanne d'Auvergne. S'ajoute à cela l'ancien barbier de l'évêque d'Arras, Huguet Emery, et un sergent d'échevin, Jean Lefebvre. Hormis ce dernier, tous les accusés gravitent autour de la sphère de la prostitution. Jean Tanois tirait son inspiration des filles de joie, et Huguet Emery est décrit comme un fidèle client de ces femmes. Au XVe siècle, la prostitution publique est de plus en plus mal vue. Si avant elle permettait de canaliser la fougue de la jeunesse et de protéger les jeunes femmes à marier, elle est dorénavant un milieu de corruption des mœurs. Pour les inquisiteurs, du bordel au sabbat, il n'y a pas beaucoup de différence. Le bordel est alors vu comme une porte d'entrée vers le sabbat. Sur ces 6 nouvelles personnes, 3 sont présentées au public avec une mitre représentant le diable avant d'être conduites au bûcher. Jeanne d'Auvergne, Jeanne Griette et Marguerite Ledru. Lorsque l'inquisiteur annonce la sentence, le public proteste, et les 3 femmes clament leur innocence et affirment même qu'on leur a promis la liberté si elles avouaient. Mais rien n'y fait, elles seront exécutées. La dernière prostituée, Belote Moucharde, survit uniquement car sa mitre n'était pas prête. Jean Lefebvre, lui, est retrouvé pendu dans sa cellule. Quant à Huguet Emery, il ne peut être exécuté car il n'a rien avoué malgré les nombreuses tortures qu'il a endurées. Il aurait été mis à la question entre 12 et 15 fois sans jamais avouer sa participation au sabbat ni dénoncer de complice. S'il n'avoue pas, c'est que le diable lui a ordonné de ne rien dire. Il reste coupable, il est impossible pour les inquisiteurs que les personnes dénoncées ne le soient pas. Alors que les bûchers allumés en mai sont encore brûlants, une nouvelle vague d'arrestations a lieu. En effet, les précédentes victimes ayant subi la question, les inquisiteurs attendaient de nouveaux noms qu'elles ont évidemment dû donner. Mais cette fois, les profils des accusés changent quelque peu. Même s'il est encore question de prostituées comme Jeanne Wismande, Catherine de Gueud, Marguerite la Parcheminière et Jeanne Gérard, ou d'un tenancier d'une maison de jeu, Henri de la Boule, de plus en plus de personnes de classe sociale un peu plus élevée sont appréhendées. Il y a par exemple un marchand de bois, Jean de Berry, un braconnier, Thomas Four, Colette Gavrel, femme d'un marchand de sel, Jean Dubois, un vieillard de 84 ans, Colin Bulcourt dont la profession ne nous est pas parvenue, ou encore Jean Molnier qui n'est pas moins que le cuisinier du gouverneur d'Arras. Peu d'entre eux survivront. Le 7 juillet 1460, de nouveaux bûchers sont allumés. Les 5 femmes arrêtées ainsi que le vieillard Jean Dubois, Colin de Bellecour et le cuisinier Jean Molnier sont tous les 8 contraints de témoigner à nouveau devant le public des actes odieux qu'ils ont commis. L'inquisiteur Pierre Broussard condamne alors les 4 prostituées d'accouplement monstrueux avec le diable sous différentes formes animales. Les 4 femmes ainsi que Colin de Bellecour et Jean Molnier sont brûlés vifs. Pour éviter les accrocs avec le public comme lors du précédent procès, l'Inquisition a offert à Colette Gavrel et Jean Dubois une échappatoire. S'ils accusent leurs co-détenus, ils auront la vie sauve. C'est ce qu'ils feront. Ils s'en sortiront avec une peine de prison et des confiscations de biens. Ils seront libérés au début de l'année 1461. Pour les 3 autres hommes arrêtés, ils seront innocentés par des témoins et relâchés en décembre 1460. Mais tout ne s'arrête pas là. Si les accusés de mai-juin 1460 sont jugés le 7 juillet, ils ont eu le temps de parler et de nouvelles arrestations ont eu lieu à la fin du mois de juin et jusqu'au 13 août. Il s'agit des dernières victimes de l'Inquisition. La particularité de ces nouvelles arrestations à partir de fin juin est qu'elles touchent des notables de la ville d'Arras et seulement des hommes. Ainsi sont arrêtés Jean Taquet, Antoine Saquespé et Jean Josset, échevin d'Arras, Pierre du Carieux et Jean Lefebvre, de riches marchands, Collard de Beaufort, chevalier et ancien chambellan du duc de Bourgogne, ainsi que son valet Roger Rolquin, Jean Guillemant, fils d'un chanoine, Henriet de Roiville, sergent et Jacotin d'Atty faisant partie de la bourgeoisie. Alors que les menaces d'une arrestation commençaient à planer sur eux, ils ne s'enfuirent pas, sûrs que leur renommée et leur pouvoir allaient les protéger. C'est notamment le cas du plus illustre des accusés, Collard de Beaufort. Il s'agit d'un vieux seigneur de plus de 70 ans qui a passé sa vie à conseiller le précédent duc de Bourgogne, Jean sans Peur, père de Philippe le Bon. Les Beaufort font partie des plus puissantes familles de tout l'Artois. Au moment de son arrestation, il demande à voir Jean de Bourgogne, comte d'Étampes et cousin du duc Philippe III le Bon. Mais le comte soutient l'Inquisition et veille à ce que les religieux punissent comme il se doit les hérétiques vaudois. Collard de Beaufort n'aura pas l'occasion de rencontrer le comte. Il lui reprochait sa rencontre avec la Pigneresse, une prostituée, qui l'aurait mené à un sabbat sur un bâton volant, où ils auraient retrouvé le diable. Le vieil homme finit par avouer, sans que la torture ne soit utilisée. Il se pourrait qu'on lui ait promis la liberté s'il avouait. Ces arrestations résonnent bien plus que les autres dans la ville d'Arras. Personne n'est à l'abri de l'Inquisition, que certains soupçonnent de viser maintenant les riches, car les arrestations vont de pair avec la confiscation des biens.
Plusieurs personnalités importantes de la ville décident donc de fuir. On redoute même maintenant de faire affaire avec les marchands d'Arras, de peur d'être associés plus tard à un accusé. Des critiques, de plus en plus virulentes envers l'Inquisition, se font entendre. On les accuse de condamner d'innocentes personnes. Mais cette prise de conscience prend du temps et le tribunal de l'Inquisition a l'occasion de dresser un dernier bûcher et de faire une dernière victime. Le 20 octobre 1460, 4 hommes sont présentés au peuple. Le seigneur Collard de Beaufort, le riche marchand Pierre de Carieux, l'échevin Jean Taquet et Huguette Emery qui subit des tortures depuis déjà 6 mois dans les prisons du tribunal. Ce dernier, qui jusqu'au bout n'aura rien avoué, est finalement condamné à 20 ans de prison. Pour les 3 autres hommes, on les rend coupables d'échanges avec le diable à différents niveaux. Collard de Beaufort et Jean Taquet finissent par avouer. Ils seront eux aussi condamnés à la prison. Pierre de Carieux est le plus touché par les accusations telles que l'infanticide. Il n'ira jusqu'au bout. Il sera finalement brûlé le jour même sur le dernier bûcher de la Vauderie d'Arras. La Vauderie d'Arras prend fin avec cette dernière condamnation. Pour comprendre comment la Vauderie a pris fin, il faut s'intéresser à la politique de la ville. Arras est partagée entre 2 entités, le pouvoir séculier et ses échevins, et le pouvoir de l'Église avec l'Inquisition et ses vicaires. Si au début certains échevins laissaient faire l'Église, de plus en plus s'élèvent contre les pratiques de l'Inquisition. Mais les libérations ne se font pas du jour au lendemain. Collard de Beaufort a réussi à contacter le Parlement royal. Ce Parlement a une autorité sur tout l'Artois, quand bien même le comté est sous domination bourguignonne. Ainsi, quand le Parlement intervient, c'est au nom du roi. Les échevins, qui dépendaient eux du duc de Bourgogne, prennent alors leur distance avec l'Inquisition, et ceux qui avaient émis des doutes au début de l'affaire se font davantage entendre. Certains avaient même tenté de s'opposer à Pierre de Broussard, en vain. La majorité des échevins d'Arras, pourtant un symbole du pouvoir judiciaire, ont été très passifs durant toute l'affaire et ont laissé l'Inquisition agir à sa guise. Elle ira même jusqu'à arrêter 3 d'entre eux, Antoine Sac-Espée, Jean Taquet et Jean Josset, qui seront directement mis en prison sans passer en jugement devant leurs confrères. Une première salve de libération a donc lieu à partir d'octobre 1460. C'est par exemple le cas de la prostituée Belote Moucharde, arrêtée au tout début de l'affaire. Elle est la seule prostituée arrêtée à avoir survécu. Jean de Berry, Thomas Four et Henri de la Boule sont libérés en décembre, de même que les derniers arrêtés. Restent alors en prison pour encore quelque temps 5 personnes. L'échevin Jean Taquet, Huguette Amaury, qui avaient tous deux été présents lors du dernier bûcher, le seigneur Collard de Beaufort, ainsi que Jean Dubois et Colette Graverel, qui avaient dénoncé leur codétenu. Grâce à Collard de Beaufort et l'intervention du Parlement, les vicaires arageois doivent comparaître pour leurs actions. Collard de Beaufort est donc libéré au début de l'année 1461. En même temps, l'évêque d'Arras, Jean Jouffroy, l'autorité ecclésiastique de la ville, était absent durant toute la durée de l'affaire. Ce dernier est en mission depuis plus d'1 an à Rome auprès du pape Pie II. Mis au courant de l'affaire, l'évêque ordonne qu'on libère immédiatement son ancien barbier, Huguette Emery. C'est chose faite en février 1461. Il en profite aussi pour destituer l'ensemble de ses vicaires. Les libérations des 3 derniers détenus suivent quelques mois après. Des rumeurs sur le duc qui brûle des riches pour voler leurs richesses se font de plus en plus entendre. Le duc de Bourgogne fait donc tout pour arrêter cette affaire. Mais tout ne s'arrête pas après les dernières libérations. Collard de Beaufort exige réparation. Au printemps 1461, il engage un célèbre avocat du Parlement et intente un procès contre l'Inquisition. Pierre de Broussard doit alors s'expliquer. Jean Bréal, le grand inquisiteur de France, ne le soutient pas. Il désavoue le tribunal d'Arras. Plusieurs autres victimes viendront aussi demander réparation. Mais les procédures sont longues et la vie politique évolue, l'affaire d'Arras s'enlise et s'éternise. Finalement, il faudra attendre le 21 mai 1491 et un arrêté du Parlement de Paris pour reconnaître l'innocence de l'ensemble des accusés et les réhabiliter. Les juges ayant participé aux tribunaux de la Vauderie seront condamnés à de fortes amendes, dont l'argent servira à installer une croix où se trouvaient les bûchers. Mais peu de survivants sont encore présents. De tous les condamnés, seul Huguette Emery est présent pour cette cérémonie. Au final, la Vauderie d'Arras compte le terrible bilan de 29 accusés, dont 10 femmes, et 12 personnes exécutées, dont 8 femmes. La Vauderie d'Arras marque un vrai tournant, c'est la première chasse aux sorcières de grande ampleur en Europe. Mais c'est loin d'être la dernière. Quelques affaires éclatent à la fin du XVe siècle, mais les résistances des populations sont trop fortes pour qu'une deuxième Vauderie d'Arras se produise dans l'immédiat. Mais il ne faudra pas attendre beaucoup, le siècle suivant verra de nouveau s'installer la peur de la sorcellerie, les textes ecclésiastiques nourriront cette peur et de nouveaux bûchers seront allumés.
Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur une des chasses aux sorcières qui a sévi en France. J'espère avoir pu vous faire découvrir les grandes lignes de l'affaire, même si l'aspect politique et les relations entre le roi et le duc étaient assez peu évoqués. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Salut!